Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons notre consoeur Marie-Camille Favarel-Echen du barreau de Toulouse. Vous pourrez la retrouver notamment sur son compte Instagram ou via son site internet. Nous vous mettons toutes ses coordonnées en barre d'informations. L'échange avec Marie-Camille a été très intéressant parce qu'il s'agit d'une jeune consoeur, elle a moins d'1 an de barre, pourtant elle s'est installée immédiatement et précisément en dommages corporels, donc elle a ciblé son cœur d'activité. Vous verrez qu'elle est très vite tombée dans la marmite du médical et qu'elle a pu concilier grâce à cette installation les besoins de sa vie professionnelle et les besoins de sa vie personnelle. Il a été très intéressant également d'évoquer avec elle le développement de sa clientèle, l'acquisition même et le développement de sa clientèle dès son début d'activité, sa manière de communiquer, sa relation avec ses clients, sa pratique en matière d'honoraires et la manière dont elle travaille au quotidien. On vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bonjour Marie-Camille, bienvenue sur le podcast. Peux-tu te présenter en quelques mots pour commencer ? Oui, bonjour. Alors bonjour Anaïs, bonjour Sarah. Merci de m'avoir invitée sur ce podcast. Alors me présenter, donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Marie-Camille Favarel-Echen, je suis avocat au barreau de Toulouse depuis 2020, j'ai prêté serment en 2020. J'exerce majoritairement en droit du dommage corporel, exclusivement pour les victimes. Je pense que c'est un choix, on y reviendra dessus sur la conception de l'avocat généraliste et spécialiste. Quoi dire de plus pour me présenter très succinctement ? Voilà, j'exerce au barreau de Toulouse, la plus belle ville de France, bien entendu. Ok, donc tu as prêté serment il y a quand même très peu de temps, donc est-ce que tu peux me dire comment tu exerces ? Sous quelle forme ? Alors, j'exerce toute seule, en individuel. En fait, pour faire un petit peu simple sur un peu tout mon parcours, j'étais pas prédisposée pour le droit. C'était pas forcément l'activité que je voulais faire. Moi, je voulais faire médecine. Donc je suis partie en fac de médecine et j'ai adoré ça. Bon, le concours est ce qu'il est, je l'ai pas eu. Et après je me suis dit tiens, je vais me reconvertir dans le droit parce que j'ai quand même adoré le droit médical. Et tout au long de mon parcours, je me suis dit je vais faire ça. Donc j'ai essayé le plus tôt possible d'exercer en droit médical dès ma 3e année master et de me spécialiser dans cette matière, droit médical, droit de la santé et droit du dommage corporel. Donc j'ai fait plein de stages dans des cabinets d'avocats qui exercent dans cette matière. Et à un moment donné, du coup, j'ai eu le concours d'avocat, tant bien que mal. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on exerce en collaboration ? Soit je me lance toute seule. Au début, je me suis dit, franchement, j'ai vraiment envie de me lancer très, très, très vite toute seule parce que j'aime vraiment l'indépendance dans ce métier. Et je suis pas très, très fan de la collaboration. Puis finalement, c'est un peu la vie qui a décidé pour moi. Je suis tombée enceinte lors de ma dernière année à l'école des avocats. Du coup, le choix s'est imposé à moi. Je ne pouvais pas faire de collaboration. Et donc, j'ai décidé de me lancer toute seule, de me dire c'est pas grave, je vais pas attendre de finir mon congé mater, que mon bébé soit avec une nounou ou à la crèche. Je vais me lancer. Et je me suis lancée en janvier 2021, 4 janvier exactement. Et c'est trop bien. C'est des hauts et des bas, c'est des montagnes russes d'émotions, de gestion de stress. Mais pour rien au monde, je changerais d'avis si je devais revenir dans le passé. Et si je dois conseiller certaines autres consoeurs ou même confrères, faut vraiment, faut y aller, faut se faire confiance. Et ce qui est très, très, très difficile dans ce métier, parce qu'on nous apprend pas à nous faire confiance. On nous apprend qu'on a 7 ans de droit, mais qu'on sait rien faire, et qu'il faut accepter d'être des fois un petit peu martyrisé en stage, puis en collaboration pendant des années avant de potentiellement envisager de se monter. Mais il y en a qui sont un petit peu rebelles
J'en fais partie. J'ai des confrères qui sont un petit peu dans cet esprit-là, et ça se passe très bien. En fait, c'est même plutôt très cool. Donc du coup, sans regret, en exercice individuel, avec même grand plaisir. Pour qu'on réexplique un peu, alors on a déjà fait dans plusieurs podcasts, mais pour ceux qui sont pas dans notre domaine, qui sont pas confrères, consoeurs et qui sont plutôt clients, quand on est avocat, on a plusieurs modes d'exercice. On peut être collaborateur, c'est-à-dire qu'on va travailler, on va dire, pour quelqu'un. En tout cas, cette personne va nous rétrocéder des honoraires, le même montant chaque mois pour travailler sur ses dossiers. On peut aussi être individuel, donc c'est le choix que tu as fait, c'est-à-dire on est seul et puis on a ses propres clients et on les gère. Ou on peut être aussi dans une structure, donc comme Sarah et moi, où on est associés de notre structure, donc on est toutes les deux, donc voilà. On peut être beaucoup plus, on peut avoir des très gros cabinets, des petits cabinets, je pense que ça aussi ce serait intéressant un jour qu'on se penche sur la question. Mais cette question de la collaboration et du fait de s'installer rapidement, elle s'aborde de plus en plus avec les confrères, peut-être aussi ceux qu'on approche, puisque voilà, c'est une approche un peu dynamique, entrepreneuriale. Mais du coup, c'est un choix. Alors en plus, toi, tu as eu un bébé dans l'histoire. Tu as dit, dans la mesure où j'étais enceinte, je ne pouvais pas aller en collaboration. Ouais. Je voudrais juste qu'on puisse préciser que pour pas qu'il y ait de malentendus, notamment sur les futurs avocats qui nous écoutent, qu'on peut tout à fait signer un contrat de collaboration et débuter une collaboration quand bien même nous serions enceintes, et c'est bien heureux. Mais est-ce que tu peux nous préciser pourquoi toi tu as considéré que tu ne pouvais pas aller en collaboration en étant enceinte ? En fait, tu as totalement raison, hein. Et on le sait parce qu'on est quand même juriste. On a totalement la possibilité d'exercer en tant que collaborateur ou même salarié, puisqu'il y a aussi l'avocat salarié, en étant enceinte et ensuite en ayant des enfants. Sur le principe, il n'y a pas de souci. Sauf que dans ce métier-là, c'est extrêmement compliqué. C'est pas une légende. Je pense que dans deux autres podcasts, c'est des choses qui se disent. C'est pas propre forcément que à la profession d'avocat. Je pense que c'est propre à la profession des entrepreneurs, en fait. Quand on est dans une entreprise, c'est le système français qui est fichu comme ça. On peut coûter beaucoup d'argent à une entreprise, et dans la mesure où l'entreprise est un petit cabinet d'avocats, bah du coup c'est compliqué. Et en fait, celui qui trinque, c'est le potentiel collaborateur à qui on va mettre la pression, qu'on n'apprécie pas, qui tombe enceinte parce que du coup il va coûter de l'argent, il va pas être disponible, il va pas être opérationnel. Effectivement, moi, c'est une question qui s'est posée, et c'est en ce sens que je n'ai pas signé la collaboration que j'aurais dû faire, et je me suis tournée vers le fait de lancer mon propre cabinet en me disant, en fait, dans la mesure où je suis mon propre patron et que je travaille pour mes clients, mais que je commence à peine, donc je vais pouvoir gérer le flux client. En tout cas, je vais essayer. Je crois que ça se passe pas trop mal, donc ça va. Mais c'est plutôt dans cette optique-là que j'ai choisi de me lancer toute seule. Je voulais pas avoir la pression d'un avocat patron, puisque je vous dis avocat patron, mais on sait très bien que c'est pas des vrais patrons, mais ça l'est au final. Et j'avais pas envie d'avoir cette pression-là. J'avais envie de vivre pleinement ma grossesse, et puis de me lancer dans l'aventure. Au final, quand j'ai commencé à me lancer dans l'aventure, j'ai pris goût de plus en plus. Et là, aujourd'hui, pour rien au monde, je reviendrai en étant collaborateur et en devant répondre de tous mes actes et de tous mes faits et gestes, avec ce présentéisme qui est extrêmement pesant en tant que collaborateur. Je préfère largement être à mon compte. Après, je dis pas un jour de m'associer, un jour d'avoir moi-même mes propres collaborateurs, pourquoi pas. J'espère que j'évoluerai, parce que à mon sens ce serait une évolution qui serait intéressante, mais voilà, j'ai le temps, c'est dans quelques années. À aujourd'hui, voilà, je me focalise sur les clients que j'ai, et puis je peux pleinement vivre justement cette relation qui est au cœur de votre podcast, et la relation qu'on a justement avec nos clients, qui sont véritablement nos clients. Oui, c'est sûr que ça a une grande différence quand on est collaborateur et quand on est l'associé, ou en tout cas individuel, et que donc les clients viennent pour nous. C'est ça aussi la différence, et je pense que ce serait intéressant de pouvoir aussi avoir le point de vue d'un client, qu'est-ce qu'il ressent quand il va voir le collaborateur ou l'associé. Mais ça, c'est aussi une autre idée de podcast. J'ai plusieurs questions, en fait, j'en ai plein qui me viennent.
Mais par rapport à ton domaine d'activité, parce que tu viens de commencer, donc tu l'as dit, hein, tu es toute jeune avocate, et tu as tout de suite décidé que tu ferais que du préjudice dommage corporel. Tu prends un risque, entre guillemets, puisque vu que tu viens de commencer, est-ce que tu n'as pas eu cette peur parce que c'est très précis, c'est un peu un domaine quand même particulier, est-ce que tu n'as pas eu peur de ne pas avoir de clients ou de devoir un peu élargir tes compétences pour monter ton cabinet? Bah écoute, là encore, c'est vrai que il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai été vraiment attirée par cette matière très vite et au final, il y a presque plus de 10 ans quand j'ai commencé médecine. Et je me suis dit, vraiment, essaye de bosser et de monter en compétences le plus rapidement possible dans cette matière. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai vu plusieurs cabinets parce que il y avait la montée de compétences, mais il y avait également tout l'aspect d'entrepreneuriat qui était hyper important dans un cabinet d'avocats. Donc là, j'ai vu plusieurs modes de gestion qui m'ont plu, qui m'ont pas plu. À chaque stage, j'ai de plus en plus aimé cette matière. J'ai aimé la relation qu'il y a avec les clients où on est vraiment pour moi, dans un vrai partenariat. On les aide véritablement à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, à les remettre dans un parcours de soins parce que des fois, ce sont des gens qui sont victimes dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ils se sentent délaissés, ils savent plus quoi faire pour se soigner et on est là un petit peu pour leur tenir la main parce qu'on va les voir longtemps, on va les voir pendant des mois, pendant des années et on est un petit peu là pour les aider à se remettre dans ce parcours de soins, à accepter de se faire soigner, à accepter que ça prenne du temps. Mais on est là derrière aussi pour être un peu le parachute en disant vous inquiétez pas, on va faire en sorte que vous ayez suffisamment d'indemnisation pour pouvoir accéder à tous ces soins qui des fois pour la plupart sont très onéreux et cette humanité m'a vraiment plu. J'ai jamais lâché parce que je me suis dit non, mais ça, en fait, c'est cette matière-là qui me plaît. Peut-être même plus que le métier en soi d'avocat parce que, après avoir vu d'autres petits contentieux, j'ai dit, moi, non, franchement, les divorces, ça m'intéresse pas. J'aime pas ça. Et d'autres contentieux que j'ai un petit peu vus m'ont pas suffisamment plu. Il y a aussi la technicité du droit. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est de plus en plus dans une hyper technicité de chaque matière où on va véritablement avoir des jurisprudences qui vont changer, qui vont évoluer. Il faut tout le temps être à la page. Pour moi, j'étais pas assez compétente pour pouvoir aider chaque client dans le dossier de leur vie, parce que c'est le dossier de leur vie à chaque fois, de passer d'un divorce le lundi à passer par l'indemnisation de préjudice corporel le mardi, puis en passant par des statuts de copro entre-temps. Clairement, c'était inenvisageable pour moi. Moi, mon optique, c'était plutôt essaye d'être pas mauvaise dans une des matières, de monter un petit peu l'échelle de compétences et puis peut-être un jour de faire des matières qui sont un petit peu connexes au droit de dommage corporel. Pourquoi pas? C'est déjà assez vaste, le dommage corporel. On a quand même tous les pans de responsabilité, responsabilité civile, les accidents de la route, les accidents médicaux, les accidents de la vie avec de l'application de contrats ou et des prévoyances. C'est quand même déjà un domaine qui est très vaste sur les enjeux de la responsabilité pour ensuite vraiment parler des préjudices et faire en sorte d'obtenir la meilleure indemnisation pour nos clients. Donc moi, je trouvais que déjà, si j'arrivais à être pas trop mal dans cette matière, je serais assez fière de moi. Donc, dans cette raison-là, je me suis dit non, on va rester tout d'abord assez spécialisé sans l'être. J'emploie le mot spécialisé, mais on sait très bien que le Conseil national des barreaux nous impose d'avoir un titre de spécialisation que je n'ai pas, que je demanderai peut-être à voir. Je sais pas. Pour moi, c'est l'expérience qui fait la spécialisation et pas un titre décerné par le CNB. Donc pour ça, on verra plus tard. Et puis après, pour la question de comment j'ai fait pour développer de la clientèle, pour pas être stressée. Alors du coup, je vous mentirais si je vous dirais que j'ai jamais été stressée. D'abord parce que je suis extrêmement stressée comme fille. Donc du coup, non, j'ai stressé énormément, puis un peu moins. Mais je me suis tout de suite posé la question de ok, quelles sont tes compétences? Du dommage corporel et la profession d'avocat en tant que juriste. Par contre, je n'ai aucune compétence dans tout ce qui est legal design, dans tout ce qui est web marketing. Donc, je me suis entourée de gens qui ont ces compétences-là, qui m'ont fait un site internet, qui ont développé avec moi des idées d'évolution sur les réseaux sociaux, sur les infographies, donc le legal design.
Et sur la présence avec le SEO, tous des concepts qui étaient pour moi mais totalement abstraits. Et puis du coup, ces gens-là m'aident, pas quotidiennement, mais m'aident le plus souvent et développent avec moi ces domaines-là, parce que c'est leur métier et moi c'est pas du tout le mien. Donc je continue avec eux à faire en sorte de développer vraiment de la clientèle. Et puis, on fera le point un petit peu à la fin de la première année, puis tous les ans. Mais je crois vraiment en la présence des avocats maintenant sur Internet. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai que tu as un compte Instagram qui est aussi assez actif, tu as un site internet qui est bien fait également. Donc ça a été un choix que tu as fait pour développer, enfin en tout cas, peut-être même l'acquisition puis le développement de clientèle. Et comment tu l'as envisagé? Enfin, comme tu l'as dit, tu savais pas faire, donc tu as pris des gens à côté, mais ça s'est fait en plusieurs étapes. Est-ce que ça a été immédiat? Ça a fonctionné tout de suite? Qu'est-ce que tu en as comme retour? Et surtout, est-ce que ça fonctionne? Parce que nous, on nous pose souvent la question. Oui, vous faites beaucoup de choses sur les réseaux, ça vous prend énormément de temps. Donc, je pense que tu pourras effectivement confirmer que ça prend énormément de temps. Mais à quoi ça sert? Enfin, il y en a beaucoup qui se demandent à quoi ça sert. Bien sûr, les motivations, elles peuvent être nombreuses et pas uniquement d'avoir des clients. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Oui, comme je t'ai dit, moi, j'avais pas ces compétences au niveau de la publicité. Et mon conjoint, lui, est infographiste, web designer, donc c'est son métier. Quand j'ai préparé le CRFPA, un jour, on en discute et il me dit, il faut absolument que tu te démarques de tes futurs confrères et consoeurs. Je pense que tu devrais faire un site d'actualité juridique parce que tu adores ça. Je lui dis, mais non, je prépare le CRFPA, je peux pas. Puis finalement, sur plusieurs mois, l'idée parut pas insensée et j'ai lancé un blog d'actualité juridique qui s'appelait Département juridique. J'ai eu plusieurs copains à moi qui préparaient le concours d'avocat, qui étaient à l'école des avocats et même qui étaient avocats, qui m'ont dit « Ah mais c'est trop bien, on a trop envie d'écrire aussi ». Donc le but c'était de rendre un petit peu le droit accessible pour tous les justiciables. Il y avait beaucoup d'articles sur des libertés publiques parce que je préparais le CRFPA. Donc c'était moi pas mal, j'écrivais pas mal en droit de la santé, mais j'avais aussi tout l'autre pan des libertés. Et puis j'ai eu le concours d'avocat, j'ai continué à écrire, à être présente en faisant des petites actualités. Ça plaisait beaucoup, mais pas forcément à ceux qui faisaient du droit. Hein. Ça plaisait aussi, j'avais des retours de personnes qui faisaient pas du tout du droit et qui me disaient c'est super, j'ai compris la nouvelle loi qui est sortie hier, j'ai compris ce qu'elle voulait dire et tout, merci beaucoup. Franchement, ça faisait vraiment plaisir de lire ce genre de messages. Et puis la dernière année où là j'allais passer juste avant de passer le CAPA, là je me suis dit là qu'est-ce que je fais? En fait ce blog était super mais très axé quand même pour les étudiants. J'avais beaucoup de messages d'étudiants et moi j'avais pas envie d'être prof ou de continuer dans cette optique-là, dans les prépas privés. Ça me plaisait plus. Donc je me suis dit je vais devoir le faire évoluer et je l'ai fait évoluer en site d'avocat, en cabinet d'avocat. Donc j'ai changé le nom de domaine, mais j'ai fait absorber département juridique par mon site, dont le nom de domaine est mon nom en fait, parce qu'on est très limité au niveau des noms de domaine. Si j'avais eu le choix, j'aurais pas appelé ça. Mais du coup, je l'ai fait absorber par Favarel et Chen, avocat.fr. Et j'ai continué l'idée de toujours d'avoir un blog, là, qui est accentué sur dommages corporels ou sur le droit de la santé, et de continuer pareil sur les réseaux sociaux, de temps en temps, écrire sur une loi, sur une jurisprudence, mais en étant le plus accessible possible pour les justiciables. C'est-à-dire que ma cible, c'est pas mes confrères avocats. J'ai pas la prétention d'avoir un niveau et de leur apprendre encore des choses, mais plutôt d'essayer de faire des choses très très simples pour des justiciables, leur faire comprendre que ils ont des droits et comment ça marche un petit peu. Donc j'ai continué dans cette optique-là, et puis le site, ça m'a pris un temps énorme en fait. Hein. Je crois que j'ai dû le lancer en janvier puisque j'avais pas le droit de faire un site avant. Déontologiquement, on n'a pas le droit, sinon c'est l'exercice illégal de la profession d'avocat. Mais du coup, j'ai dû mettre 3-4 mois à le travailler. C'est comme un chantier en fait, hein. Donc à réfléchir à ce que je voulais mettre, et ce que je voulais enlever, et les mots à mettre, et le blog, et les articles. J'avais le temps, donc je l'ai pris ce temps parce que je savais que
c'était maintenant ou jamais qu'il fallait vraiment travailler ce chantier. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai plus du tout ce temps. Et heureusement que je l'ai fait parce que là, ça serait très compliqué. J'essaye de le mettre à jour le plus souvent possible, d'écrire des articles, mais aujourd'hui, s'il fallait le refaire, ouais, j'y passerai clairement tous mes dimanches pendant plusieurs mois. Ça serait compliqué. Le conseil que j'ai à donner aux confrères qui hésitent, c'est n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que bien sûr que ça me rapporte de la clientèle, mais ça me rapporte aussi une certaine image. Et à aujourd'hui, bah, tu vois, par exemple, c'est pas un client, mais c'est un prospect d'un monsieur qui cherche un avocat et je peux pas l'aider parce que c'est un contentieux que je fais pas contre la CAF exactement. Il est pas sur Toulouse, hein, il est en Ariège. Et j'ai cherché des avocats qui pratiquent ce contentieux en Ariège, mais j'ai galéré. J'ai galéré parce que il y a 3 sites pour les avocats en Ariège et à chaque fois que je les appelle, ils font pas ce contentieux, mais ils l'écrivent pas sur leur site et c'est franchement dommage parce que bah, du coup, bon, bah, moi je leur ai apporté une affaire, mais c'est aussi la majorité des clients sur Internet. On va se renseigner en cherchant des petites infos et je pense beaucoup de fois, on va transformer en prenant un rendez-vous avec un avocat. Après, il y a d'autres systèmes. Il y a aussi le bouche à oreille, bien entendu. Quand les clients sont contents, ils nous en renvoient, bien entendu. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2021, c'est hyper important d'avoir une présence sur Internet et une présence qu'on a encadrée, qu'on a balisée. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on nous pose beaucoup la question de bah, ça vous prend beaucoup de temps, mais qu'est-ce que ça vous rapporte? Et au final, il faut pas voir la chose comme ce mois-ci, ça m'a rapporté tant d'heures et ça m'a rapporté tant de dossiers. Ça va peut-être te rapporter un dossier dans 3 mois parce que c'est un prospect qui aura cherché des informations et qui, par tout le contenu qu'on aura produit sur les mois précédents, va avoir confiance en nous sans même nous avoir appelé parce qu'il aura vu qu'on est compétente dans la matière ou la problématique qui l'intéresse. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un nombre de dossiers rattachés à une infographie, un nombre de dossiers rattachés à un contenu particulier, mais de créer une image de marque et une renommée pour nos cabinets. Oui, ça, je pourrais même pas te dire. Si les gens viennent avec cet article ou quel est l'article le plus rentable. On le sait, il y a des audits qui se font. Bon, ben je les ai pas fait moi ces audits-là. J'écris aussi des articles pour permettre à des gens d'obtenir des choses simples. Par exemple, j'ai écrit un article sur comment obtenir son dossier médical avec un modèle pour les clients qui viennent ou qui viennent pas. Ça leur permet d'avoir un modèle gratuit pour obtenir une copie du dossier médical, même si en général c'est quand même des choses assez simples. On fait pas non plus toutes les choses de manière intéressée parce que sinon il faut pas faire avocat non plus. On a fait ce métier-là aussi pour venir en aide aux gens. Il y a des dossiers qu'on fait en pro bono et moi il y a des dossiers où les gens je les signe pas, je les fais pas payer, c'est du pro bono parce que j'essaye de les aider, je me rends compte que je pourrais pas les aider. Et du coup, je leur dis voilà, je vais pas vous faire payer. Moi, facturer pour facturer, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si je facturais la demande de copie de dossier médical. Jamais de la vie. Bon, je crois pas qu'il y ait beaucoup de confrères qui le font quand même. Hein. Mais voilà, dans cette optique-là, c'est que faut faire les choses effectivement en pensant à une rentabilité de dossier. Il faut aussi le faire parce qu'on le fait de bon cœur, parce qu'on a fait ce métier quand même de bon cœur en se disant nous, on est là pour aider les gens. Donc à un moment donné, il faut pas toujours penser à ça. Mais c'est inévitable que tu sèmes en fait. Moi, c'est ce que mon conjoint m'a toujours dit. Il me dit sème des choses un petit peu partout et tu vas voir ce qui pousse et ce qui marche. Et puis après, tu appuies là où ça marche. Là, pour l'instant, mon site internet, il marche très bien. Je l'arrêterai pas. Ça m'apporte quand même pas mal de clients. J'ai essayé d'autres trucs qui ont pas trop marché. Notamment des plateformes de mise en relation justiciables avocats, donc je peux pas dire les noms, bon qui ont pas des masses marché, en tout cas pour l'instant, encore une fois, peut-être que dans 6 mois j'aurai pas du tout le même regard sur ça et que je vous dirai non en fait ça marche super bien. Bon aujourd'hui ça marche pas trop, mais il faut essayer les choses parce que il faut les essayer un petit peu à fond parce que sinon on peut pas avoir le recul suffisant à moins qu'on ait des confrères qui aient fait la même chose, mais bon, mais comme tout, on est confrères, mais quand on fait le même domaine de compétences, bon, on a la même cible de clientèle. Donc, on peut pas non plus faire confiance aveuglément. Quoique moi, j'ai vraiment pas à me plaindre sur Toulouse. J'ai beaucoup de jeunes confrères et consoeurs qui font du dommage corporel, qui exercent comme moi que dans cette matière, et on est un petit groupe assez soudé. Moi je pose tout le temps plein de questions, elle aussi, et
il y a une très bonne entente, il n'y a pas de... Voilà, ça se passe très très bien. On est sur une bonne entente et ça c'est quand même chouette. Et donc on s'échange effectivement nous aussi ce genre de petites anecdotes. T'es sur quelle plateforme, ton site ça marche, t'as pris qui pour faire ça, et on s'échange tout ça parce que c'est important. Et puis bon, il y a énormément de justiciables qui ont besoin d'avocats, donc on n'est pas obligé de s'entretuer. Exactement. Et dans ta matière qui est le préjudice corporel, quelle est la place des associations? Qu'en est-il des personnes que tu récupères pour une action judiciaire après qu'elles aient été voir une association? Comment ça se combine? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Est-ce qu'il y a des points de vigilance si une personne veut d'abord s'adresser à une association? Alors moi, j'ai pas eu trop des clients qui m'ont dit que ils étaient allés voir une association, que ça s'était mal passé, donc je me dis que peut-être que ça s'est bien passé. Moi, j'en connais pas trop des associations pour des victimes, notamment en droit routier, en tout cas dans le Sud-Ouest. Et puis, le principe d'une association, c'est de venir en aide aux gens de manière gratuite, de les conseiller sur un avocat ou pas un avocat. Donc pour moi, s'ils le font bien, c'est chouette. Et justement, il y a ce travail aussi d'accompagner les gens qui est indispensable. Donc, à mon sens, il n'y a pas de difficulté. Je vais plutôt faire la guéguerre aux experts d'assurés. Alors, les experts d'assurés, c'est une entreprise qui dit être comme des avocats, mais qui ne sont pas des avocats. En fait, ils font du dommage corporel, ils aident les victimes à obtenir une indemnisation, mais ce ne sont que, alors quand je dis que, c'est pas du tout péjoratif, mais ce sont que des juristes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le diplôme d'avocat. Ça veut dire qu'ils ne pourront jamais saisir le tribunal. C'est-à-dire qu'en dommage corporel, quand on a un accident de la route, on négocie amiablement avec la compagnie, on n'est pas d'accord, une fois, deux fois, on n'est pas du tout d'accord. Mais nous, avocats, on peut dire à notre client, écoutez, votre indemnisation, moi, je la trouve sous-évaluée. Votre expertise, elle n'a pas été, elle n'a pas évalué tous vos postes de préjudice. Il faut repartir en expertise judiciaire. Il faut aller devant le juge pour essayer d'avoir la meilleure indemnisation, mais on peut le faire. Les compagnies d'experts d'assurés se disent entre un peu les associations, les avocats, on ne sait pas toujours un petit peu avec eux. Mais en fait, eux sont là pour faire du business. Clairement, ils ne pourront jamais saisir le juge. Donc, on ne peut pas consciemment dire ils vont être dans l'intérêt totalement du justiciable. Eux, ils disent « Ah non, mais il n'y a pas de souci, moi, j'envoie des avocats. » Mais jamais de la vie, moi, aucun expert d'assuré m'a envoyé des dossiers, ni à mes consoeurs et confrères. C'est extrêmement rare parce qu'ils essayent absolument de garder les dossiers. Mais c'est purement financier, en fait. Moi, ça m'agace parce que du coup, c'est un petit peu voir les clients comme des dossiers, comme des numéros, et ça me gêne. D'autant qu'il y a des compagnies, c'est pas des compagnies, mais c'est des entreprises d'experts d'assurés qui prennent des pourcentages qui sont extrêmement importants parce qu'ils ne sont pas soumis à la déontologie de la profession. Et je trouve ça très dangereux pour les justiciables. Maintenant, il y en a qui sont extrêmement compétents parce que il fait des années qu'ils font ça, et il y en a qui vraiment, ce sont des super juristes. Mais comme dans les compagnies d'assurance, moi j'ai été en compagnie d'assurance. Je peux pas dire le nom de la compagnie. Mais j'étais avec des gestionnaires, mais qui étaient géniaux, qui travaillaient super bien, qui étaient hyper humains, et j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité à travailler en assurance parce que j'adore le dommage corporel et j'aime aider les gens dans ce milieu-là, et que j'adorais cette compagnie, ça se passait très bien. Bon, maintenant, c'était souvent, il y avait des choses qui intellectuellement, c'était un peu les mêmes choses et j'aimais la mouvance et l'indépendance du métier d'avocat en me disant tous les jours ça va pas être pareil en fait. Tous les jours ça peut être le stress sur un dossier, il va y avoir un client qui va m'appeler donc je vais devoir arrêter ce que je fais pour faire autre chose. Et j'aimais bien ça. J'aime pas vivre dans le stress, mais j'aime bien un petit peu quand même qu'il y ait un petit côté où ça bouge, quoi. Moi, il me fallait un métier où ça bouge et je l'ai trouvé dans ce métier d'avocat. Donc après, choisir plus un avocat qu'un expert d'assuré, encore une fois, il faut faire quand même attention parce qu'il y a de très bons experts d'assurés et il y a des avocats très mauvais. C'est un fait. On est tous humains et on a plus ou moins tous des compétences. Mais un avocat garantit au justiciable que si l'indemnisation proposée amiable n'est pas convenable, on peut saisir le juge. On n'a aucune difficulté à le faire. Pour aller au bout de l'idée, pour vraiment dire les choses clairement, un expert d'assuré, lui, sa mission,
c'est de trouver une solution. Donc, s'il a été au bout de la discussion, il pourra considérer, ou en tout cas dire à son client, c'est satisfaisant, parce que de toute façon, il ne pourra pas aller au-delà, il ne pourra pas saisir le juge, alors que l'avocat pourra, lui, dire, à mon sens, c'est toujours insatisfaisant, il faut aller saisir le juge. Oui, et puis l'avocat, il a pu aller en expertise aussi, l'expertise médico-légale avec le médecin expert et son médecin conseil, et il a pu être là, assister vraiment à l'expertise, voir vraiment les tenants, les aboutissants de cette expertise, voir les points qu'on aurait pu peut-être plus appuyer ou les points qui ont été bien retenus, alors que l'expert d'assuré ne peut pas faire ça. Le dernier point, c'est parce qu'à un moment tu m'as dit un avocat ça coûte cher. Alors un avocat, ça coûte cher quand on est dans un cadre d'accident de la route avec la loi Badinter. Il faut savoir que les frais d'avocat sont demandés en remboursement au titre des frais divers. Alors, ils sont pas forcément remboursés en intégralité parce que si on demande 10 000 euros, ça ne sera jamais pris en compte en totalité. Mais c'est quand même des frais qui seront remboursés. Moi, j'essaye de faire en sorte que mes honoraires soient raisonnables pour pas que mes clients ils aient un reste à charge. J'explique que c'est des victimes. En fait, si ils n'avaient pas eu l'accident, ils ne seraient jamais venus me voir. Donc, c'est pas normal de leur laisser, pour moi, un reste à charge. Dans la loi, on dit OK, pas de souci pour les avocats. Par contre, les experts d'assurés, ils sont pas reconnus comme des conseils et ils ne sont pas remboursés au titre de la loi. Donc, c'est là aussi où il y a une autre dangerosité, c'est que ils sont pas reconnus comme des conseils. Mais encore une fois, je tiens à dire que voilà, j'ai eu rencontré des experts d'assurés qui étaient quand même compétents, humains, et c'est quand même important de le dire. Et ceux qui ont monté de très très grosses entreprises ont un sens du business que les avocats n'ont pas. Il faut également le préciser. La grande différence, c'est ça. Je trouve à mon sens que beaucoup d'avocats oublient que c'est des entrepreneurs et qu'en fait, il faut aussi penser en termes d'entrepreneuriat et se dire, j'ai un cabinet, soit je décide de rester toute seule parce que ça me va de rester toute seule et d'avoir mes clients, soit on se dit, mais on va essayer d'avoir un cabinet et puis comme vous, du coup, on va s'associer, puis on va avoir des collaborateurs, puis on va vraiment avoir un cabinet qui a un peu plus d'impact en dommages corporels. Il y a des exemples de cabinets qui sont très gros à Bordeaux, à Marseille. J'aurais tué père et mère pour y aller, vraiment. Mais ma vie privée a fait que j'ai pas pu y aller. Mais c'est des super cabinets avec des avocats hyper spécialisés en dommages corporels pour le coup. Mais il y a plein d'autres cabinets avec plein d'autres matières. Et du coup, c'est hyper chouette parce qu'ils ont compris que on pouvait être avocat, on pouvait être juriste, on pouvait être compétent, mais on pouvait aussi réfléchir en termes de business. C'est vrai que ça paraît parfois contradictoire de dire on est avocat, mais aussi notre cabinet doit répondre à une logique économique. Et c'est pas forcément contradictoire parce que, comme tu le disais, on a des règles déontologiques qui nécessitent que nos honoraires prennent en compte la complexité du dossier, les ressources de notre client. Mais en parallèle, on reste un cabinet. Ce sont les revenus du cabinet qui nous permettent nous-mêmes de vivre. Donc, on a nécessairement des contraintes économiques et le besoin de se développer d'une manière ou d'une autre. Oui, exactement. Sans pour autant que l'idée ce soit de dire il faut allumer chacun de nos clients par des honoraires exorbitants parce que je veux un énorme cabinet au sommet d'une tour. Non, après, tout le monde fait comme il veut. Hein. Il y en a quand même, je pense, dans le métier d'avocat, mais comme dans tous les autres métiers, il y en a qui pratiquent des honoraires qui sont, à mon sens, déraisonnables. Mais bon, l'ordre est aussi là pour contrôler ce genre de pratique. Moi, j'ai eu la chance quand même d'être dans un cabinet assez bienveillant envers les justiciables, et on m'a toujours dit justement que les honoraires, elles doivent caler à la personne qu'on a en face. Et cette idée d'allumer les gens comme ça, on m'a jamais appris ça. J'ai jamais eu l'envie de faire ça aussi. J'essaye de pratiquer des honoraires raisonnables, sur mesure en fonction de mes clients, en fonction de l'accident aussi. Quand je sais qu'il y a du Badinter, quand je sais qu'il y a une protection juridique, quand je sais que finalement ça va être l'aide juridictionnelle. Du coup, c'est à chaque fois, c'est du cas par cas. Alors, on peut préciser deux choses sur les honoraires. La première, c'est que les honoraires de l'avocat sont libres. Donc, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de tarification par l'État ou quoi que ce soit.
mais on a quand même des règles déontologiques qui nous imposent de prendre en compte un certain nombre de critères, et en cas de litige, on a notre bâtonnier à qui on doit pouvoir rendre des comptes parce que les justiciables, nos clients peuvent contester les honoraires. Et moi, j'ai une question qui fâche, Marie-Camille. En matière d'honoraires, on a plusieurs possibilités. On peut facturer des forfaits, on peut facturer au temps passé, et on a quelque chose qui s'appelle l'honoraire de résultat et qui est généralement un pourcentage des sommes que l'on permet aux clients d'obtenir. Que penses-tu de facturer un honoraire de résultat en matière de dommages corporels? Par exemple, si une victime vient te voir après un accident médical, est-ce que toi, tu es favorable à prendre un pourcentage? Est-ce que c'est pas le cas? Quelle est ta position là-dessus? Pour le coup, pour le nombre de cabinets que j'ai fait en dommages corporels, c'est toujours un honoraire de résultat qui est associé à un honoraire fixe. Parce que d'abord, on ne peut pas travailler au résultat, c'est pas possible. Déontologiquement, il nous faut un fixe qui soit pas minime ou qui soit raisonnable, assorti d'un pourcentage de résultat, honoraire de résultat, variable. Donc moi, effectivement, je travaille comme ça, puisque j'ai que des accidents, donc je vais travailler comme ça avec un honoraire fixe qui est en fonction du contentieux que c'est, en fonction de je reste à l'amiable, mais il y a une optique judiciaire, je vais directement au judiciaire, il y a une audience correctionnelle, il va y avoir une ou plusieurs expertises. Donc j'essaye de le doser un petit peu avant pour donner un prix fixe qui ne bougera pas. Parce que ce prix fixe, pour moi, il va être sur toute ma mission va être vraiment globale. Je vais accompagner la personne de A à Z. Donc du coup, je vais essayer de donner un chiffre qui va englober un peu tout ça, un peu tout ce que je vous ai dit. Et après, j'ai un pourcentage qui est un variable avec un pourcentage au résultat sur les sommes que j'obtiens. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un vient me voir en me disant « j'ai déjà obtenu cette somme », je ne touche pas cette somme. J'estime que la victime a eu cette somme sans moi, donc je vais aller au-delà de cette somme. Donc, véritablement sur ce que tu as permis d'apporter au client en plus de ce qu'il aurait pu obtenir lui seul. Ouais, toujours. Je vais aller au-delà. Donc c'est vrai qu'il y a des dossiers où on peut ne pas gagner beaucoup, d'autres dossiers où on va gagner beaucoup. C'est le jeu en fait. Mais je trouve pas ça juste d'arriver auprès d'un justiciable et lui dire écoutez, sans mon intervention, vous avez déjà eu 10 000 euros. Je vais vous prendre 10% de 10 000 euros. Je trouve que c'est pas juste. Donc du coup, je ne ponctionne jamais sur ces premières sommes qui ont déjà été versées à une victime. Ensuite, l'idée de travailler donc les autres types d'honoraires qu'on peut avoir, ça va être au temps passé. Le problème, c'est que le temps passé, il varie énormément d'un dossier à l'autre. Des fois, on peut travailler énormément pour des dossiers avec une petite indemnisation au final, et on peut pas demander des honoraires qui vont être énormes à un client qui finalement n'aura pas touché une très grosse indemnisation. Là encore, il y a une question de choix, mais il faut que ça soit raisonnable. Donc, on va dire que c'est dommage pour moi si je signe une convention avec, on va dire, une expertise amiable à X somme avec mon variable, et qu'au final, j'ai 3 expertises, ça dure 3 ans, et que j'aurais mis un temps pas possible, c'est comme ça. J'ai pas derrière à demander à la personne de rajouter, je fais pas de facture surprise. Ça, je trouve que c'est pas possible. De toute façon, c'est pas déontologiquement, ce n'est pas permis, puisque tout est encadré dans des conventions. Donc, moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup réfléchi avant d'exercer. Donc, j'avais regardé des conventions pour faire des conventions très détaillées. Il y a ma mission, il y a ce que je fais, il y a si vous n'êtes pas d'accord, comment on peut changer d'avocat. Qu'est-ce qui se passe si vous désistez? Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose? Vous saisissez le bâtonnier, tout ça. Tout ça, c'est écrit dans les conventions. On y est obligé, certes, mais c'était quand même très important d'avoir des conventions bien ficelées parce que ça peut ne pas marcher avec moi ou avec un autre avocat, et on peut changer d'avocat, et il n'y a pas de souci. Les conventions le permettent, et il ne faut pas que les justiciables se disent on est marié à un avocat ou on a déjà payé beaucoup, donc j'ai pas envie de repayer un autre avocat. Ça, je trouve que c'est assez dommage. Je trouve ça intéressant parce que dans ton parcours, j'ai l'impression quand même que à la base, un peu ta vocation initiale, c'était plutôt d'être médecin, et j'ai l'impression que tu as un peu essayé de retrouver sûrement ce qui te plaisait dans ce métier ou ce que tu avais envie de faire au quotidien, et que tu l'as un peu appliqué au droit.
D'ailleurs, tu disais presque, comme disait Sarah, que tu préfères presque tes clients au droit lui-même. Et qu'est-ce que enfin, par exemple, tout à l'heure, tu disais, j'aime pas faire des divorces, etc. Ça m'intéresse de savoir dans tes expériences, peut-être la différence pour toi dans ta relation client avec tes clients en dommages corporels et une autre relation client d'avocat dans un autre domaine, peu importe lequel. Est-ce que tu as noté une différence pendant ton exercice qui a fait que vraiment c'est cette relation-là que tu préfères? Alors le fond, non. C'est vrai que les divorces, ça n'a pas été le droit de la famille, c'est pas une matière qui m'a spécialement plu. Après, il y avait une explication aussi totalement privée, c'est-à-dire que moi, je suis un enfant de parents divorcés et j'avais pas du tout envie de revivre ça. Donc non, j'ai jamais eu l'idée de faire du divorce. Ça aurait pu, j'aurais pu partir dans l'autre sens en me disant, bah tiens, mes parents ont vécu un divorce difficile, tout ça, donc je peux essayer d'aider mes clients comme ça. C'est vrai que j'aurais pu penser comme ça, mais moi c'était plus, au fond de moi, je me suis dit, j'ai pas envie à chaque fois de revoir des gens dans la souffrance, parce que un divorce c'est une souffrance. Je pense que ça me fera plus de mal que de bien, et égoïstement, je n'ai pas envie de me faire du mal en pratiquant le métier. Pour autant, le dommage corporel sont des gens qui, quand ils ont confiance, vont effectivement pleurer très très souvent dans le cabinet, parce que ils se livrent. Et puis il y a cette histoire de, enfin, je vais faire confiance à quelqu'un et je donne mon dossier et je vais me concentrer sur moi et sur ma guérison. Moi, c'était vraiment cet esprit-là que j'aimais, c'était vraiment d'être partenaire comme ça avec mes clients. Moi, c'est ce que je leur dis toujours. N'oubliez pas que plus que votre avocat, je suis vraiment votre partenaire. Vous pouvez tout me dire, mais moi aussi, je vous dis tout. Donc, si je vous demande des documents, vous essayez d'être assez rapide. À l'inverse, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail. Bon, après, je suis très 2.0, c'est-à-dire que moi, il n'y a pas de souci pour les SMS, il n'y a pas de souci pour WhatsApp même. Pour les mails, alors, la seule chose que je leur dis, franchement, ne faites pas ça, c'est les messages vocaux. En fait, il y a que ma grand-mère qui m'en laisse, et ça me fatigue parce que je les écoute pas, et je leur dis franchement, ne faites pas ça. Sinon, il n'y a pas de souci. Si c'est une toute petite question, si c'est envoyez-moi un texto, envoyez-moi un petit mail, il n'y a pas de problème. Vous m'appelez une fois. Si je vous réponds pas, c'est que je ne peux pas vous répondre. Je vous rappellerai la journée, demain, dans la semaine. Bon, et puis si j'oublie, c'est humain, je peux oublier, vous me relancez. Il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est vrai que il faut en recadrer un petit peu certains qui appellent beaucoup. Mais en même temps, c'est le jeu de la matière. On est sur des gens qui sont sensibles, qui ont vécu un drame parce qu'ils ont perdu quelqu'un ou parce qu'ils ont eu des blessures très importantes, et ils ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus. Et c'est à nous de faire en sorte qu'on ait cette situation de confiance. Du moment où on a confiance, après, j'ai plus de problème avec ces clients-là. C'est-à-dire que c'est plus des gens qui m'appellent beaucoup. Ils ont confiance, ils m'envoient des mails, des textos, et ça se passe très bien. On se doit d'être quand même le plus humain possible. Et donc le plus honnête. Moi, les divorces, j'aurais pas été à même de pouvoir aider. Je te parlais des divorces, mais aussi bien, ça aurait pu être du droit des entreprises, du droit des sociétés, du droit social. Les matières ne m'ont jamais spécialement attirée. J'ai vraiment été attirée, happée vers le droit médical en 3e année. Déjà en médecine, on en avait eu. En 3e année, j'ai adoré le contentieux autour du droit médical. Master 1, pareil, responsabilité civile, administrative, c'était génial. Je me suis spécialisée en santé, et ensuite, j'ai fait que des cabinets. Droit médical, droit de dommages corporels, et j'ai jamais eu envie en fait d'aller voir si l'herbe était plus verte à côté. Ça m'a jamais dit. Peut-être que dans 10 ans je ferai du droit fiscal, mais vraiment ça serait ça, je serais la première choquée. Mais aujourd'hui, j'ai jamais eu envie de pratiquer une autre matière. Je trouve que c'est déjà assez complexe et technique. Donc, je préfère rester dedans, monter ma petite échelle de compétences en dommages corporels. Et puis, le jour où vraiment j'en aurai marre de cette matière, sait-on jamais, pourquoi pas, je ferai d'autres matières. Mais aujourd'hui, j'aime suffisamment cette matière pour rester totalement immergée dedans. Très bien. Donc, pour terminer, on va te poser deux petites questions signature. La première, si jamais tu pouvais changer une chose dans la relation que tu as avec tes clients, qu'est-ce que ce serait ? Ce qui m'agace le plus,
Et je le dis parce que ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours et j'étais très très énervée. C'est un monsieur qui m'appelle, bref, c'est pour un accident domestique envers son enfant. Donc on comprend que forcément quand c'est un enfant, ça prend direct aux tripes. On a envie de savoir exactement ce qui se passe, comment ça va se passer la procédure. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un très lourd accident, donc on va avoir de la chirurgie de reprise dans quelques temps. Donc je l'entends, j'essaye de l'aider, je prends vraiment le temps d'expliquer à ce monsieur comment ça va se passer. Et quand je dis je prends le temps, c'est que je regarde mon téléphone, ça fait 20 minutes que je parle avec lui, sans parler de rendez-vous ni rien, où j'essaye je réponds à cette question. Mais alors, je pense qu'il avait un papier et il me posait plein de questions comme ça. Mais j'y réponds, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a certains dossiers qui demandent comme ça de désamorcer un peu le stress des parents. Et après, je lui dis à la fin, bon, écoutez, maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous me prenez tous les documents, on va se voir à mon cabinet, je vous propose un rendez-vous, on va tranquillement en rediscuter avec votre épouse, et puis on verra ce qu'on fait. Vous avez envie que je vous aide et que je vous assiste ou pas? Il me dit, ah non, mais j'ai oublié de vous dire, mais en fait, j'ai déjà un avocat. Alors ça, du coup, je tombe des nues. En fait, ça fait 25 minutes que je parle à un monsieur, parce que je me dis, je veux l'aider, je veux l'accompagner, tout ça. Et puis il me dit, non, mais en fait, j'ai déjà un autre avocat. Je lui dis, je suis pris de court. Je lui dis, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire parce que, mais pourquoi vous m'appelez en fait? Mais non, mais parce qu'en fait, vous m'avez très bien répondu à mes questions alors que mon avocat ne le fait pas. Et je dis oui, mais bon, c'est à votre avocat, encore une fois, de vous répondre en fait. Donc vous lui faites un mail, vous l'appelez, mais moi je peux pas me substituer à lui. Je suis pas là d'abord pour dire qu'il a mal ou il a pas mal travaillé. C'est pas à moi de faire ça. Ça, c'est au bâtonnier. C'est pas mon rôle. Mais par contre, ça fait presque demi-heure que je vous donne de mon temps, alors que j'étais sur un dossier sur un autre de mes clients qui a confiance en moi et qui a besoin de moi. Et en fait, du coup, c'était juste pour avoir des conseils gratos, quoi. Du coup, ça, c'est assez agaçant parce que c'est l'aspect très mauvais d'Internet. C'est-à-dire que j'adore Internet, j'adore le côté information rapide, tout ça. Même moi, des fois, quand je cherche des petites infos, je vais les regarder. Des fois qu'il n'a rien à voir avec du corporel, je vais les regarder sur Internet et c'est trop bien. Il y a des confrères qui écrivent et tout ça, c'est super. Par contre, de là à aller appeler un avocat, un médecin pendant demi-heure pour avoir que des conseils gratos et lui dire limite en fait c'est ton rôle donc tu réponds à mes questions et puis basta. Ça m'est arrivé dans un autre cabinet un jour, une dame qui a été extrêmement énervée qui m'a dit oui, je vous appelle parce que j'aimerais avoir j'ai une question, j'aimerais avoir une réponse. Oui. Elle me pose une question en droit pénal, purement pénal, c'est vraiment le côté mis en cause, puisque moi je fais vraiment victime. Et franchement, je sais pas. Et il y a personne au cabinet pour m'aider. Et je lui dis, écoutez, madame, je sais pas. Et elle m'a engueulée. Ah, mais comment ça? Vous êtes avocat? Vous savez pas ça? Mais c'est un scandale. Du coup, je dis, excusez-moi. D'abord, j'étais pas avocat, j'étais l'avocat. Je dis, mais excusez-moi, mais on peut, je j'ai pas le code civil et le code pénal par cœur en tête. Là, franchement, je sèche à votre question. Elle m'a raccroché au nez. Elle a été extrêmement désobligeante. Je me suis dit, ça va m'arriver qu'une fois. Eh ben non, en ouvrant le cabinet, ça m'est arrivé de souvenir depuis que j'ai lancé le cabinet 3 fois des gens qui m'appellent et qui me prennent longtemps et à la fin, du coup, me disent qu'ils ont un avocat et qu'ils vont voir avec eux, mais qu'eux, ils sont vachement déçus parce qu'ils répondent pas, parce qu'ils... Mais ouais, mais je suis désolée. Mais par contre, il n'y a pas d'honnêteté à appeler un avocat ou n'importe quel autre professionnel et au final, de savoir très bien que de toute façon, on a son avocat, donc ce qu'on veut, c'est juste du conseil juridique gratuit, qu'on va lui prendre du temps gratuitement, et à la fin pour lui dire, merci, salut. Ça, j'apprécie pas, parce que à la rigueur, moi, je vous dis une fois, il y a quelqu'un qui me l'a dit de suite, en fait, j'ai un avocat, ça se passe pas bien, et j'aimerais votre avis parce que j'aimerais changer. Là, ok, là, on est sur une honnêteté. On dit que ça va pas, je peux pas juger le travail de mon confrère, mais je peux très bien lui dire, il n'y a pas de souci, si vous voulez, vous avez le droit de changer d'avocat, et si vous trouvez que vraiment il y a eu des problèmes, vous saisissez le bâtonnier. Mais en tout cas, moi, ce que je vous invite toujours à faire, c'est d'appeler votre avocat et d'en discuter. Parce que vous l'avez choisi à un moment donné, donc il faut toujours en discuter, parce que c'est pas agréable, en plus, je pense que de se faire débarquer par un confrère sans avoir eu au préalable son client qui vous dit, écoutez, ça marche pas. Parce que ça peut trouver ça très désagréable de passer beaucoup de temps avec quelqu'un qui, au final, de toute façon, va essayer de voir ça avec son avocat et il a eu ses conseils juridiques gratuits et puis il va me dire bon parfait, je vais dire ce que vous m'avez dit à mon avocat, merci quoi. Non, ça vraiment, c'est
pas cool. Donc c'est vrai que ça fait partie des nouveaux process que je fais, c'est-à-dire que maintenant j'essaye de poser quand même relativement vite la question de est-ce que vous avez un avocat, est-ce que vous avez signé une convention, qu'on aborde en rendez-vous parce que les gens ne sont, quand même, ça m'est jamais arrivé de quelqu'un qui signe 2 conventions d'honoraires et se retrouve à 2 avocats dans un dossier. Non. Par contre, des justiciables qui appellent plein d'avocats alors qu'ils en ont un. Ouais, ça c'est pas génial, hein, et je trouve que c'est pas très honnête. Tout à fait. Dernière question. Contrairement à ce que tu aimes le moins, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta relation avec tes clients? Ça va être d'aider les gens. Ça va être vraiment d'aider les gens, de faire en sorte que grâce à l'indemnisation qu'ils vont avoir, ils vont pouvoir essayer de se reconstruire tant bien que mal. Ils vont pouvoir essayer de passer à autre chose, d'avoir les meilleurs soins possibles, que ça soit physique ou psychique, de rentrer dans un parcours de soins quand ils en sont sortis. Et c'est vrai que quand on a un merci, pour moi, ouais, ça vaut tout l'or du monde. D'avoir un merci par quelqu'un qui, la dernière fois, c'était un papa avec un jeune enfant dont l'expertise a été catastrophique, et qui m'appelle en me disant merci maître parce que vous m'avez dit de faire ça, je l'ai fait et j'avais pas vu que mon enfant souffrait d'un stress post-traumatique. Et puis grâce à vous, je le fais suivre par un professionnel de santé, et on repart en expertise et on va demander l'indemnisation pour ce jeune enfant. Donc effectivement, ça m'a fait super plaisir. Nous, on va te dire merci aussi. Merci pour le temps que tu nous as accordé pour cet échange. Merci beaucoup à vous, merci de m'avoir invité, et j'écouterai avec beaucoup d'envie tous vos autres podcasts que j'aime beaucoup. Tu verras, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent et qui sont identiques à ce que peuvent ressentir d'autres confrères. Tu as même fait des teasers sur des prochains épisodes de podcast. Super. Notamment l'avocat a-t-il la science infuse, sujet que j'aime beaucoup et qui sera traité très prochainement. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt.